Poursuivions nos audiences publiques avec M. Nicolas Marcotte à titre de citoyen. Il vient nous faire une présentation. Merci beaucoup, M. Marcotte, d'être avec nous. C'est très apprécié. On vous écoute. Je m'appelle Nicolas Marcotte. Je suis citoyen de Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, moi, personnellement, je suis très impliqué dans la mobilité active, beaucoup sur le vélo, la marche, mais aussi le transport en commun. Et moi, ma démarche, personnellement, c'est beaucoup de documenter en faisant des vidéos. Donc, je fais des vidéos et ça permet parfois d'amener une certaine perspective aux gens qui regardent la vidéo et même si eux ne font pas du vélo ou n'utilisent pas le transport en commun, des fois, ils sont à même de mieux comprendre la situation. Ça ajoute une perspective, une empathie, je dirais, dans la mobilité. J'ai fait plusieurs vidéos. Une d'entre elles, c'était de montrer la délinquance Coin-Rouin et partenaires. J'ai dénoté 45 infractions en 1 heure. Ça a obligé la mairesse à commenter la situation. La presse s'y est intéressée. J'ai aussi documenté Coin Rachel et Delorimier sans infraction en 1 heure. Donc, et il y a une école là, qui s'appelle l'École Saint-Joseph. Donc, ce sont des situations que, comme citoyen, c'est toujours difficile de voir ça. On a peur pour nos enfants. On veut qu'ils marchent, on veut qu'ils fassent du vélo, mais en même temps, il faut trouver des solutions, puis il faut apaiser nos quartiers. Puis c'est ça, à chaque fois que les médias me posent des questions, bien, je suis très empathique par rapport à toutes les mesures là, que les villes mettent en place. Les saillies de trottoirs, les sens uniques, les têtes bêches. Puis ça permet d'amener une position calme de citoyen parce que le débat a tendance quand même à être relativement, je dirais, sévère et très rapidement, il déborde rapidement. Donc, par rapport au sujet d'aujourd'hui, on parle de subventionner le transport en commun. Moi, j'ai le goût de vous parler de son achalandage. Il y a un lien, bien sûr, je vais faire le lien, mais avant tout, je veux dire pourquoi je veux parler d'achalandage plus que subventionner le transport en commun. Premièrement, c'est le lien de causalité. On sait, bon, il y a eu de l'inflation d'un bord, mais de l'autre, c'est le changement des comportements des usagers qui nous amène un peu à devoir trouver des façons de pallier à ces problèmes-là. Deuxièmement, bien, il y a plusieurs intervenants qui l'ont parlé devant moi, c'est l'impératif environnemental. On a un réchauffement climatique. Dans quelques années, on va être ailleurs, puis il faut entrevoir le problème qu'on a dans la perspective des changements climatiques. Aussi, toutes les externalités associées à la voiture solo. Donc ça, c'est des sujets qu'on amène systématiquement sur les réseaux sociaux, puis que je pense qu'il est important de traiter dans le cadre du financement du transport en commun. Bref, si on règle le problème de financement sans augmenter l'achalandage, nous n'avons absolument rien réglé. Je pense que c'est important de le mentionner. Puis moi, c'est quelque chose que je vais tenir et que je vais répéter sur les réseaux sociaux dans la prochaine année, dans les prochains 2 ans. On ne vous lâchera pas avec ça. C'est trop important pour nous. Ici, bien, premièrement, comment on peut faire pour augmenter le financement par l'achalandage? Je vais vous parler de vitesse commerciale. Donc, c'est l'objectif, moi, mon objectif, c'est d'augmenter la vitesse commerciale. C'est d'essayer de dire que le transport en commun doit être la solution la plus efficace. Quand on se lève le matin, on regarde Google Maps, si on voit 30 minutes en auto, 20 minutes en transport en commun, on va prendre le transport en commun. Présentement, ce n'est pas le cas. Et présentement, cette responsabilité, c'est la Ville qui l'a. Et présentement, la Ville peut changer ça. Si j'ai un diagramme qui montre la vitesse commerciale sur certaines lignes de la Ville de Montréal, ça vient d'un blog de Marco Citti que certains d'entre vous connaissent très certainement. Je vous recommande d'aller le lire. C'est une analyse de comparaison entre la vitesse commerciale de Montréal et Bologne en Italie. Et puis, il y a un ensemble de mesures qui sont prises pour accélérer les bus. Je pense que c'est important quand même de dire une définition de c'est quoi de la vitesse commerciale. Donc, c'est la vitesse, on pourrait dire, moyenne à l'usage. Puis, ça inclut, bien sûr, quand l'autobus est dans le trafic, les embouteillages, puis tous les problèmes associés des fois à quand les gens rentrent dans l'autobus, combien ça prend de temps, etc.
Donc, maintenant qu'on dit, c'est ça. Comment on fait pour augmenter la vitesse commerciale? Puis, pourquoi est-ce que la vitesse commerciale a une influence sur le financement? Je vais vous donner un exemple. C'est une vidéo que j'ai prise. Le code QR marche. Vous pouvez aller voir sur mon Twitter. Grosso modo, j'ai filmé sur Sherbrooke 3 autobus qui étaient complètement dans le trafic, complètement à l'arrêt. Les 3 étaient de la même ligne sur 100 mètres. Ça veut dire 4 millions en immobilisation. C'est 3 chauffeurs de bus, donc 300 000 en termes de salaire. Puis c'est des charges d'exploitation, de frais généraux de toutes sortes, les ressources humaines, les avantages sociaux, etc. et la direction. Donc, si on est capable de retirer, de mettre une voie réservée à cet endroit-là, de retirer 2 autobus et de les faire rouler ailleurs, bien, on augmente l'achalandage, on augmente les revenus, puis ça ne nous a rien coûté. Donc, mon rapport est sur comment changer l'approche, puis prioriser le transport en commun partout, tout le temps. Partout, tout le temps. Voici des exemples. Moi, je vais essayer d'être le plus concret possible dans mon approche. C'est ça que je fais sur mon Twitter. Je prends des vidéos, je vous montre des situations, mais ces situations-là, on les voit partout à Montréal. Premièrement, quand il y a un goulot d'étranglement, on a tendance à retirer la voie réservée. Et c'est le mauvais comportement que l'on devrait avoir. Ici, sur Sherbrooke, pour tirer le trafic vers le pont en soir, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la section en rouge, qui est une voie réservée, sinon Sherbrooke, au niveau du parc La Fontaine et aussi dans l'Est. On retire la voie réservée. Momentanément, le bus est pris dans le trafic. Conséquemment, les gens ne prennent pas le bus. Moi, je connais des gens à qui j'ai recommandé de prendre le bus. Ils m'ont dit, je ne veux pas le prendre, c'est trop long. C'est trop long. Puis, ce sont des revenus que l'on se prive. Un autre exemple que j'ai documenté, sur une distance d'1,2 km, la vitesse de l'autobus sur Papineau est de 2,5 km/h. 2,5 km/h. Ça, c'est la moitié de la vitesse de marche. On voit les gens qui débarquent, qui vont plus loin, qui reprennent l'autre bus. C'est ridicule. Et ça, c'est de la responsabilité de chaque élu. Ça, c'est notre responsabilité. On peut aller demander de l'argent au provincial, mais en même temps, c'est notre responsabilité de s'assurer d'un système performant. Et puis, je suis certain que vous avez en tête plein de revendications de militants qui disent « Nous voulons des voies réservées ». Et puis, c'est aussi vrai pour le municipal que sur le réseau supérieur. Pourquoi il n'y a pas de voies réservées sur Descaries? Pourquoi il n'y a pas de voies réservées sur Métropolitain? Pourquoi il n'y a pas de voies réservées sur Jacques-Cartier? La réponse, ce sont des goulots d'étranglement. La réponse, c'est qu'on priorise l'auto au bus. Vous irez voir la vidéo, il est très bon. Voici un autre exemple. Ça, c'est quand il y a une voie réservée. Donc, vous voyez l'espace vert, c'est le moment qui est réservé. L'espace rouge, c'est quand il n'est pas réservé. Donc, premièrement, il n'y a pas des voies réservées partout. Quand il y a des voies réservées, ce n'est pas tout le temps, c'est juste 3 heures. Et le pire, c'est quand il y en a, ben c'est des miettes de voies réservées. Puis ça, on est responsable de ça. Puis ça génère beaucoup de délinquance. C'est impossible d'intégrer des feux priorisés. L'arrêt de bus est dans la section non réservée aussi. Donc, on pourrait tout peinturer ça en vert. Si tu veux tourner, il faut que tu regardes qu'il n'y ait pas un bus. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on priorise les autos. On se dit que s'ils tournent plus vite, si on leur laisse l'espace pour tourner, à ce moment-là, on va décharger les autos. Et ce faisant, ce qu'on dit aux gens, c'est « prends ton char ». Quand on dit « prends ton char », ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas de ton argent pour le transport en commun. C'est un autre exemple, c'est sur Côte-de-Liesse. Donc, parmi la façon d'augmenter l'efficacité des voies réservées, c'est d'arrêter d'accepter le covoiturage aussi. Ça, on sait que le covoiturage à 2, ça génère beaucoup d'incivilité puis d'infractions. Les gens voient, oh, lui, il a l'air d'être tout seul. OK, la police n'a pas la possibilité de
de rendre ça sévère puis de donner des contraventions. Fait qu'au final, on se trouve sur des endroits qui desservent des grappes industrielles là, qui sont extrêmement... tu sais, il y a beaucoup de travailleurs. Moi, je passe en vélo, là, puis je vois beaucoup de travailleurs qui attendent après les autobus. Puis les autobus sont stationnés. On paye pour des autobus qui sont stationnés. Donc, mes recommandations. Je pense que le comité devrait être mieux informé sur les conséquences financières associées à la faible vitesse commerciale de la STM. Les coûts doivent être évalués. Les goulots d'étranglement doivent être connus. Les solutions pour augmenter la vitesse commerciale devraient être, au besoin, dépolitisées. Et pourquoi je parle de pourquoi ils devraient être dépolitisés, c'est que je pense qu'à un moment donné, une limite au courage politique qu'on peut avoir par rapport à ces enjeux-là. Je vous parle de rajouter une voie réservée. Je veux dire, il en faudrait partout. Il en faut une sur Saint-Laurent, il en faut une sur Sherbrooke. Pourquoi ici, là, quand on arrive sur Sherbrooke, il n'y a plus de voie réservée? C'est parce qu'on n'a pas le courage politique d'aller là. Mais en même temps, là, présentement, on est en train de payer parce qu'on n'a pas ce courage politique. Qu'est-ce que la science nous dit par rapport à ça? Parce qu'au final, c'est un bicycle à pédale qui vous le dit, mais il y a une science derrière tout ça. Le paradoxe de Downs-Thomson énonce que la vitesse d'équilibre du trafic autoroutier, automobile, est déterminée par la vitesse moyenne porte-à-porte des trajets équivalents effectués en transport en commun. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est l'économie derrière. C'est des économistes, c'est des mathématiciens. C'est des concepts qui gèrent l'économie mondiale et américaine depuis les années 60. Donc, je vous laisse regarder c'est quoi leur background. Université de Chicago, Université de Cambridge, Anthony Downs, qui est un spécialiste de la mobilité aussi. Donc, on sait c'est quoi la solution. Puis non seulement ça, mais le paradoxe de Downs, ce qu'il nous dit, c'est que si on augmente la vitesse commerciale des autobus, ce que ça va faire, c'est que ça va le rendre plus attrayant. Il y a des gens qui vont changer de moyen de transport et conséquemment, ça va diminuer le temps pour les automobilistes aussi. Donc, si on veut diminuer le temps de transit pour les automobilistes, on n'a pas le choix d'augmenter la vitesse de transit pour les autobus. J'ai demandé à des gens sur les réseaux de me dire c'est où est-ce que le transport en commun est bloqué. Où est-ce que les bus sont pris dans le trafic? J'aimerais remercier Paul-Willy Jean qui a quand même donné une réponse assez détaillée. Puis je vais la dire juste parce que je considère que c'est vraiment important d'aller là. La 55 Nord jusqu'à Jean Talon, la 125 Est entre Berry et Papineau, la 24 Est entre Atoteken et Papineau, la 125 Ouest et la 24 Ouest entre Frontenac et Papineau, la 15 Ouest entre Atwater et Union, la 105, la 97 dans les deux directions, la 107, la 61 et la 35 sur Peel, Wellington et de la Montagne. Et il rajoute, la 125S est particulièrement brutale. En pointe d'après-midi, la congestion automobile la met régulièrement jusqu'à 30 minutes en retard sur l'horaire. Et puis, des gens qui témoignent, qui disent « Je ne prends plus l'autobus, je ne prends plus la de Lorimier direction sud le matin, trajet fait de détour, je mets 30 minutes à parcourir même pas 5 km. » Ça, c'est vrai pour la Ville de Montréal, mais c'est vrai aussi pour... Je veux dire, on pourrait avoir une voie réservée sur la métropolitaine, on pourrait faire des bus qui se rendent jusqu'à Repentigny. Pourquoi est-ce que les gens de Repentigny ne pourraient pas avoir un système de bus qui va sur la métropolitaine? C'est toujours une question de courage politique. Puis nous, on est là pour vous challenger, on est là pour le documenter, mais à un moment donné, les changements climatiques s'en viennent, puis je pense que c'est important. C'est important d'agir aujourd'hui, je dirais. Puis, c'est ça, j'ai vu aussi dans votre sondage que vous parliez des façons de réduire soit la fréquence, soit les heures d'opération, soit le service de transport adapté. Je lisais un article que je trouvais intéressant qui disait « Chaque augmentation des tarifs s'est traduite par une baisse d'usage. Et quand cela arrive, ça veut dire que les revenus ne montent pas autant que les tarifs. C'est une mesure contre-productive, mais il semble qu'on n'en a pas encore appris les leçons qui s'imposent. » Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est le mot « encore ». Comme si ça faisait longtemps qu'on le disait. C'est comme si
la société civile le savait, c'est comme si la science le savait, mais c'est comme si politiquement, il y avait un enjeu. Puis ce que je veux dire, c'est que cet article-là, que j'ai lu, c'est pas un article d'il y a 1 an, c'est pas un article d'il y a 2 ans, c'est un article d'il y a 45 ans. C'est dans Le Monde à bicyclette, il faisait vers une ville nouvelle qui était une revue à cette époque-là. Puis il disait pourquoi vous augmentez le prix des tarifs. Puis on voit le comité là, de rédaction, Claire Morissette et Robert Silverman. Fait que, Je vous inviterai à conclure, s'il vous plaît. je pense que je suis rendu à mon avant-dernière slide. Merci. Conclusion, les contribuables paient pour des autobus à l'arrêt dans le trafic. Augmenter la vitesse commerciale est une façon peu coûteuse pour augmenter l'achalandage et donc les revenus de sociétés de transport. Si nous réglons le problème du financement sans améliorer l'achalandage, nous n'avons rien réglé. Merci de m'avoir écouté. Un gros merci. Très apprécié, M. Marcotte. Oui. Je vais prendre les interventions des commissaires. Madame Goulet. Entendez-vous? Merci beaucoup, M. Marcotte, pour votre présentation axée justement sur les lignes de bus, les voies réservées. C'était un bel éclairage que vous nous avez amené. Merci aussi du travail que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est très important. Je rajoute à votre liste des bus pris dans le trafic. Henri Bourassa, dans le nord de Montréal, c'est en partie dans mon district où on va implanter un corridor de mobilité durable dès cette année. Ça a commencé dans Saint-Laurent, d'ailleurs, l'année passée, et jusqu'en 2027, sur 18 km de voies réservées, dans les deux directions, sur 18 km, 24/7. Donc, j'aimerais beaucoup avoir éventuellement votre regard là-dessus. La séance d'information, d'ailleurs, est demain soir en ligne, si vous avez du temps. Je vous y invite. Sur Réalisons Montréal, vous pouvez vous inscrire. Alors, j'ai une question justement sur le concept est très intéressant là, de vitesse commerciale. Sur Henri Bourassa, par exemple, 30% des bus sont en retard à l'heure de pointe. 30%. Il y a plusieurs lignes là, selon là où on est sur 3 arrondissements du nord de Montréal. C'est énorme. Les délais peuvent aller du simple au triple là, de retard. Donc, le concept de vitesse commerciale, c'est intéressant comme concept. Est-ce que vous proposez donc la suppression de places de stationnement parce qu'il faut le faire pour la mise en place de voies réservées, notamment 24/7, pour qu'elles soient efficaces? Bien, c'est une des choses que j'avais pas eu le temps de parler, mais en effet, les places de stationnement sur le réseau artériel devraient être questionnées fondamentalement. Si c'est un réseau artériel, si l'objectif, c'est de faire passer le plus possible, pourquoi est-ce qu'on permet aux gens de stationner leurs biens personnels à cet endroit-là? Ce que ça cause comme conséquence, au-delà d'envoyer le mauvais message, pour moi, c'est principalement le fait qu'on a de la misère à faire respecter quand il y a des stationnements, puis là, tout d'un coup, il y a une voie réservée qui apparaît dans le stationnement, on demande à des citoyens de se réveiller à 6h30 du matin pour tasser leur auto, pour laisser passer le bus. La délinquance à ces endroits-là, elle est notable. Moi, sur Sherbrooke, je le vois systématiquement. Sur Parc, j'ai fait une vidéo où je montrais, pendant que la voie est réservée pour l'autobus, qu'il y avait 9 personnes qui étaient sur peut-être 500-600 mètres, qui étaient stationnées. Donc, à chaque fois, l'autobus doit sortir. Et puis, c'est dangereux. C'est aussi dangereux pour tout le monde, là. Donc, je pense que ce qu'il faut envoyer comme message, c'est qu'une voie réservée doit l'être 24/7. Les gens, à ce moment-là, ils voient la voie réservée, puis ils savent qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit d'y toucher, ils n'ont pas le droit d'y rentrer. Pas juste un peu, pas « mais j'ai encore 5 minutes ». Puis je pense que c'est important pour rentrer vraiment dans l'habitude de l'automobiliste qui conduit dans ces endroits. Monsieur Gratton. Oui, merci. C'est intéressant le concept de réduire les dépenses en augmentant la vitesse commerciale des bus. Moi aussi, je suis M. Kitty depuis longtemps, toujours des analyses intéressantes.
je me souviens de mémoire qu'une augmentation de la vitesse commerciale d'1 km à l'heure, ça réduit le nombre de bus requis d'à peu près 5-6 Oui. Donc, une dépense, soit qu'on peut réduire des dépenses ou on peut les redistribuer ailleurs pour offrir un meilleur service. Mais justement, pour aller chercher 1 km à l'heure supplémentaire, c'est quoi les efforts requis? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Là. Je comprends des voies réservées, mais est-ce que c'est, mettons, à l'échelle de la STM ou des autres organismes de transport de la région, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller chercher 1 km à l'heure supplémentaire? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pouvez commenter. C'est ça, mais tout le concept à la base de... si on veut, le paradoxe de Downs-Thompson que j'énonçais, à la base, si on veut avoir des résultats, on prend pour acquis que l'autobus n'est jamais dans le trafic. Du moment que l'autobus est dans le trafic, là, on est dans un no man's land où personne ne veut prendre le transport en commun. Parce que quand tu as le choix entre être longtemps avec d'autres gens ou être tout seul dans une auto où est-ce que tu es plus confortable, où est-ce que tu as ta musique, mais tu ne le prends pas. Fait que j'ai pas vraiment la réponse pour vous directement, mais moi, ce que je trouve qui est important là-dedans, c'est la personne qui fait le choix de l'option la plus performante pour la collectivité. Ce qu'on devrait faire, c'est l'encourager en rendant son trajet encore plus performant. On devrait avoir une forme de méritocratie de la mobilité. Et là, pour l'instant, on est dans une forme d'idiocratie de la mobilité, où est-ce que l'automobiliste, vous l'aimez, hein, celle-là? Oh, c'est bon, je le note. Journaux. Et en ce sens que là, quand les gens prennent la voiture, c'est la solution la moins efficace, et on essaie d'améliorer sa performance à ce que-là. Donc, ça serait d'avoir un plan stratégique pour adresser tous les points de congestion. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est important de l'adresser comme un tout. Parce que l'administration a tendance à répondre à des projets. On va faire Ontario, on va faire demain Parc, on va faire Sherbrooke. La réalité, c'est que c'est partout présentement. Puis la réalité, c'est que c'est une urgence présentement. Fait qu'il faudrait l'adresser dans son ensemble. Moi, si j'étais vous, au ministère, au MTQ, à Geneviève-Guilbeault, ce que je dirais, c'est financez-nous en fonction de l'amélioration de notre vitesse commerciale. Là, on jaserait, puis là, on pourrait, puis au meilleur, ouais, c'est ça. Je pense qu'on pourrait arriver à quelque chose d'intéressant.